Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Aujourd'hui, on sort de la ville, on part au cœur du Val-de-Loire, à 10 km de Chinon. Nous sommes au château du Rivaux, un château médiéval du XVe siècle entouré de jardins extraordinaires. Mon invitée est à l'origine, avec son mari, de ce lieu unique. C'est Patricia Legnaud, historienne de l'art et botaniste. Vous allez l'entendre, Patricia a une façon bien à elle d'habiter les lieux, de les faire vivre et surtout de les partager. Bonjour Patricia. Bonjour Aurore. Alors en 92, vous avez donc acheté une ruine médiévale en Indre-et-Loire. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu le Rivaux ? Mon mari et moi, nous ne cherchions pas du tout à acheter un château, on cherchait à acheter une maison de campagne. Mais la beauté du site, et puis son harmonie, et aussi cette pierre blanche de tuffeau qui surgissait au milieu d'un champ de ronces, ça nous avait touchés. Et puis c'est surtout l'authenticité, la beauté de l'architecture qui surgissait comme ça au milieu des champs, qui nous a beaucoup touchés. Mais bien sûr, au départ, on n'était pas vraiment acheteurs. C'est petit à petit que l'idée nous est revenue chaque fois que le propriétaire nous sollicitait à nouveau parce qu'il avait compris notre coup de cœur. Vous avez réussi à voir tout le potentiel en fait de ce lieu, même quand c'était une ruine ? En tout cas, j'ai eu une appétence, un appel, c'est sûr. Non, j'avais pas vraiment vu tout le potentiel, d'autant que c'était un domaine qui avait été séparé en deux. Mais il est tellement authentique et il garde tellement les caractéristiques de cette très belle architecture médiévale qui inspire le merveilleux, le conte de fées, tout le rêve qu'on peut avoir dans une vie, que bien sûr, je crois que c'est ça qui nous avait, mon mari et moi, beaucoup touchés. Mais c'est vrai qu'il a vraiment une allure de château qui surgit d'un album de légende. Il y a un très haut donjon qui est à peu près à 57 mètres d'altitude, couronné de mâchicoulis, un pont-levis, des très très hautes toitures. On dit que ce sont les plus hautes toitures des châteaux de la Loire. Il y a aussi des ouvertures à la Renaissance qui lui donnent un côté très harmonieux et pas du tout austère. Et puis aussi la végétation qui était à cette époque-là très sauvage, mais qui faisait qu'on voyait qu'il avait un écrin de verdure tout autour de lui. Et alors, qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Chaque année, ça a été un travail, d'abord bien sûr, de sauvegarde du château lui-même. Après une étude de faisabilité, puisque c'est un monument historique, on a dû, parce qu'on ne s'imaginait pas ça lors de l'achat, restaurer les toitures, restaurer la charpente. Il a fallu changer 54 mètres cubes de gros chênes. Puis, chaque année, on a travaillé sur d'autres sujets. Il fallait installer l'électricité, il fallait passer les fluides, vous savez, ce qui permet d'avoir de la plomberie, reposer les sols. Il a fallu aussi réenduire les murs parce que c'était un château qui était complètement fresqué au XVe siècle. Tout ça, ça a duré 10 ans. Ensuite, après, il a fallu restaurer les communs qu'on avait pu acquérir entre-temps. C'est-à-dire les communs ? Eh bien, la beauté du Rivaux, c'est que, et c'est un des seuls châteaux de la Loire comme ça, c'est qu'il est entouré de bâtiments agricoles qui sont aussi monuments historiques, mais qui étaient en très très mauvais état, peut-être encore pire que le château lui-même. Il y a des écuries, il y a une immense grange, il y a un pressoir, et c'est là que travaillaient tous les gens qui étaient au service de ces très grands seigneurs. Et donc vous êtes attaqué aussi à cette rénovation des communs ? À partir de l'année 2000, c'est-à-dire une dizaine d'années après l'acquisition, on a commencé aussi à restaurer les communs, puisqu'ils étaient d'une très très belle facture, d'un très grand intérêt historique, parce qu'il n'y a pas beaucoup
de bâtiments agricoles qui sont monuments historiques. Alors dans votre démarche vis-à-vis de ce lieu, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous vous intéressez autant aux intérieurs qu'aux extérieurs. Est-ce qu'il y a une frontière pour vous entre les intérieurs, entre les extérieurs? Comment vous abordez ces espaces différents? Écoutez, je vais le dire avec un peu... Vous allez penser que pas de modestie, mais voilà, il faut quelquefois dire les choses. C'est un peu une œuvre d'art totale, parce que c'est l'intérieur, les extérieurs veulent faire partager la même idée, une idée d'enchantement pour justement lutter contre le désenchantement du monde, puisque ce lieu est ouvert au public et que l'idée c'est justement qu'ils viennent y découvrir un petit paradis, se ressourcer à la fois dans le patrimoine, mais aussi dans les jardins, puisque le domaine est l'écrin de 15 jardins sur 6 hectares, avec 15 différents thèmes qui tous appellent au sens, avec les parfums, les touchers et aussi des ambulations, parmi quelquefois des végétaux assez extraordinaires ou géants ou avec des graphismes merveilleux. Ces jardins, ils vous parlent particulièrement. Vous aviez fait initialement des études d'histoire de l'art et puis après avoir acquis le Rivaux, vous avez suivi le cursus de l'École nationale du paysage de Versailles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait pour aborder ces jardins du Rivaux? Bien, en tant qu'historienne de l'art, je n'étais pas créatrice. J'étais quelqu'un qui connaissait l'art, bien sûr. Et donc c'est pour ça que quand il y a eu cette opportunité de pouvoir suivre les cours de cette très fameuse École nationale du paysage, je me suis tout de suite engagée et c'est là que j'ai appris les bases. Plus qu'une base, cette fois, c'est votre collection de roses. Vous avez plus de 500 variétés de roses différentes dans les jardins du Rivaux. D'où vient ce goût? 512 variétés exactement. Mais un petit peu comme tout dans cette aventure, c'est un peu des rencontres et aussi ma connaissance de l'histoire de l'art qui m'a donné envie de m'intéresser aux roses. Et donc, je me suis rapprochée d'un grand personnage qui s'appelait André Ève, qui était un grand obtenteur, un amoureux des roses, et l'homme qui avait remis en vogue les roses anciennes, puisqu'on était à une époque où tout le monde aimait les roses modernes, celles qui refleurissent, mais qui n'ont pas de parfum. On a d'abord voulu planter des roses lianes qui se prêtaient à escalader les murailles, et à donner justement cet effet de merveilleux que je recherchais pour que le château vraiment ait une particularité, qu'il ne soit pas comme la plupart des châteaux du Val-de-Loire, où on voit surtout la pierre. Il voulait que le végétal s'unisse à la pierre. En vous écoutant, on est constamment comme ça en train de voyager entre le passé, le présent. Comment vous faites pour mêler comme ça à la fois le respect des racines médiévales, mais aussi un ancrage très contemporain? Écoutez, c'est très gentil de le remarquer, d'ailleurs, je vous en remercie. C'est ma culture, puisque j'ai la chance d'avoir étudié l'histoire de l'art, je connais donc le passé, mais je connais aussi le contemporain, puisque en fait j'étais spécialisée en art contemporain. Et comment cet équilibre se traduit-il concrètement dans les intérieurs, notamment du Rivaux? Écoutez, les intérieurs, je me suis beaucoup inspirée des iconographies médiévales, où l'on voit toujours des boiseries, les murs étaient pratiquement toujours en bois, avec quelques petites étagères, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armoires en fait à cette époque-là. Et puis, il y a partout des coffres, puisque c'était l'époque où l'on voyageait de château en château. Et puis, bien sûr, on avait la chance, c'est aussi ça la beauté du Rivaux, d'avoir conservé toutes les caractéristiques décoratives du XVe siècle, avec de somptueuses cheminées gothiques, sculptées, des coups-sièges aux fenêtres. On avait vraiment déjà beaucoup de caractéristiques qui avait survécu puisque le château avait été abandonné et était devenu une remise à grains. Et donc les gens n'avaient pas fait de modernisation,
Il n'y avait pas remplacé les cheminées par des cheminées plus contemporaines, et donc toutes les structures étaient intactes, même si en très mauvais état. Mais en même temps, l'art contemporain trouve sa place. Je pense notamment à des expositions que vous faites chaque été. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est bien sûr à cause de mon passé de historienne de l'art contemporain. En fait, dans l'art contemporain, il y a énormément d'artistes qui se ressourcent dans la peinture d'histoire et qui la métamorphosent avec les questionnements d'aujourd'hui. Par exemple, on a une Mona Lisa, mais c'est pas la Mona Lisa du Louvre, c'est la Mona Lisa d'un artiste qui s'appelle Pierre Ardouvin et qui a pointé du doigt le fait que la plupart des gens achètent la Mona Lisa pour la carte postale. Et donc il l'a superposée avec une autre carte postale la plus achetée, c'est celle du coucher de soleil. Donc c'est pour aussi dénoncer ou montrer les pratiques de nos jours où nos amis visiteurs souvent achètent une carte postale et quelquefois ils n'essayent pas de comprendre pourquoi cette œuvre a été créée à son époque. Alors on en vient à notre question rituelle pour terminer chaque épisode de ce podcast. Quelle serait, au château du Rivaux, votre pièce préférée qui vous parle le plus ? C'est la salle des dames, parce que d'abord, elle est au premier étage du château, donc elle bénéficie d'une très belle lumière, et dans cette salle, on a la chance d'avoir une confrontation entre le passé et le présent avec des œuvres d'art du passé, comme une magnifique tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle, de la Renaissance, où l'héroïne est une femme, la reine Zénobie. Et puis, en conversation, il y a les œuvres des artistes de notre époque qui dialoguent avec ces œuvres, et ça parle à tout le monde. Merci beaucoup, Patricia, pour ce voyage et dans l'espace et dans le temps. Merci. Merci à vous, Aurore. À bientôt. En écoutant Patricia, je suis impressionnée par cette force de caractère, cette façon d'avoir un jour décidé de tout mettre au service d'un lieu. Un engagement extraordinaire et qui semble pourtant dans sa voix si simple, si naturelle. Je suis Aurore, vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!